France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Votre talk de fin d'après-midi s'appelle le Grand Forum. Ravi de vous retrouver avec, et pendant 2 heures, place au débat. Au débat parfois houleux, mais toujours respectueux, avec vos appels bien sûr au 01 42 33 9000, 01 40 33 90 00. Au programme les coups de gueule et les coups de cœur tout à l'heure en fin d'émission de nos débatteurs. Le quiz à ne pas louper bien entendu, le zapping avec quelques moments qu'il fallait ou pas rater issus de la télé, voire même de la radio parfois. Nous allons parler de l'affaire Palmade et nous allons parler plus précisément de la France qui est à la traîne en matière de prévention et de lutte contre la toxicomanie. On y reviendra tout à l'heure. Le zap ou mat, c'est des infos que je donne à nos débatteurs. Ils choisiront de les commenter ou de les zapper. Et puis Macron a-t-il réussi son retour dans la France du travail? C'était hier matin à Rungis. On en reparle d'ici quelques instants sur votre radio France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est mercredi, nous sommes le 22 février les amis déjà. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et dans un mois, c'est le Ramadan pour ceux qui jeûnent. Oui, voilà. Nous allons accueillir tout de suite notre belle et talentueuse prof d'histoire, Soraya Rachedi. Bonjour Soraya. Tous. Comment ça va ma Soraya? Bah écoute, ça va. Hein. Tu sais que je suis pressé que ce soit les vacances scolaires pour te voir. Et je suis là quand c'est les vacances, tu le vois bien. Oui, cette fois-ci, il faut dire la vérité aux gens. Cette fois-ci, j'ai pas eu besoin de t'appeler. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais il faut le dire. Voilà. Nicolas Jeannetet est avec nous. Comment ça va? Elle savait qu'on était là, non? Exactement. C'est pour ça qu'elle est venue. Ah, Christophe, c'est pas pour toi. Nicolas Jeannetet, il est adjoint au maire du 15e arrondissement. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Adjoint au maire du 15e arrondissement de Paris. Il est porte-parole du groupe Changer Paris au Conseil de Paris, qui n'a toujours pas repris d'ailleurs, et également directeur des centristes. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Jimmy Dalidou, notre syndicaliste et auteur. Bonjour mon Jimmy. Bonjour à tous. Le 7 Bonjour mars, Christophe. ça va être chaud ou pas? Ah, le 7 mars, ça risque d'être très chaud. Dit le 7 mars. Du 7 mars au 7 mars. Oh. Ça risque d'être très chaud. Ouais, donc, effectivement. Donc vous bouclez tout. Bah écoutez, le capital bloque Pas de nos vies, donc on transport, bloque le pas pays. de... On en reste sur la même base. Ils bloquent nos vies, donc on bloque le pays. Ils veulent pas écouter. Ils parlent de c'est des éléments négociation. de langage tout alors fait. que ça fait belle lurette qu'ils négocient plus, qu'ils imposent des directives farfelues, nauséabondes. Donc on bloque le pays. Ils veulent pas écouter. Bon, il manque Aminsa qui doit nous rejoindre d'ici quelques instants. On commence cette émission de manière traditionnelle par les coups de gueule, par les clins d'œil, pardon, à l'actualité. C'est parti. Mes petites questions que je vous pose sur des événements qui se sont déroulés un 22 février, ça tombe bien. Tiens, tenez, première question. Quelle actrice française remporte le César et 2 jours plus tard l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Edith Piaf dans La Môme? C'était en 2008, un film Cotillard. d'Olivier Déhan. Cotillard. Absolument, Marion Cotillard. Marion Cotillard. Quel président français opte pour une armée de métier, une armée professionnelle en 1996? Quel quoi t'as dit? J'ai pas entendu. Quel président Jacques Chirac. français opte pour une armée de métier en 1996? Jacques Chirac. Bah alors mon Nico? Oui, j'écoutais pas, excusez-moi. Ah bah merci, c'est bien. J'étais en train de manger des M&M. On disait bonjour. Il mange des Et M&M's, puis, Nico. on a été troublés par Des l'arrivée M&M's avec des nanoparticules. Oh, tu nous embêtes toi avec ton écologie à 2 balles. Notre Aminsa C'est est bon. arrivé. C'est ça. Bonjour mon Amine. Salut. Et lui à la Courneuve, comment ça va? Bah écoute, tout va bien et toi? Ouais, ça va, c'est pas Et dans lui- ton et habitude lui à d'arriver en gauche ou à retard. hein. droite? Ouais, bah écoute, les Parisiens, et puis je Quoi, vais les laisser Parisiens Nicolas nous expliquer pourquoi ça roule si mal dans cette ville. Non, ne lance C'est pas vrai que là-dessus. c'était Ouais, ça roule très mal Paris. Euh, Se demander ce Pourtant, qu'ils pour font, être les de vacances dirigeants scolaires, d'Aril. ça roule très bien tout autour de Paris là, c'est nickel. Mais t'arrives ici dans cette ville, c'est le bord. Non. Bordel. Non, c'est le bordel, dis-le. C'est pas un gros mot, Pas un gros bordel, mot, hein. voilà. Le dirigeant de droite de la ville. On ça- en Là, est ce à qui la fait trois- dirigeant de droite de la ville, je te signale que c'est les communistes qui dirigent cette ville, et les Verts, et les socialistes. Oh. Et la CGT. Ouais, ils existent plus, tu sais bien qu'ils n'existent plus les communistes, Attends, politiquement parlant. c'est vous amis communistes? PCF, tu parles? Bah, le Parti Ah, communiste PCF, français c'est qui communiste. dirige. Bon, allez, on s'en fout. Hein. Troisième question, messieurs, dames. Une ordonnance en 1945 crée quoi en rapport avec les entreprises? L'ordonnance de 45. Mais la sécurité sociale. Non, monsieur. Je répète Une la question. ordonnance. Une ordonnance en 1945, crée quoi en C'est à la rapport sortie de la avec les guerre, entreprises? non? En rapport avec Donc, les entreprises.
Une facilitation. Le quelque travail chose. obligatoire à Non, La liberté d'entreprendre. Non, c'est un petit truc sympa qui nous permet droit de parfois grève. d'avoir des bons plans. Ah, le CE. Ah, le CE, oui. Ah, le comité d'entreprise. Ah, ouais. Exactement. Le CE, ouais. Qui est intronisé en 1950 au Tibet à l'âge de 5 ans? C'est les petits. Emmanuel Macron. Non, il était pas né. La Arrête. culture s'arrête à. Le Dalai Lama. Intronisés, oui. Ah, Ah oui. oui. Bah alors, qu'est-ce qui a été, pour terminer, inventé par deux frères en 1630? Lumière. Non, un truc qui est sympa qu'on consomme lorsqu'on va au cinéma. Popcorn. C'était pas Oui, loin. Ouais, les j'étais pas pop-corn. loin. Bonne réponse, monsieur Ça a Amine. été inventé par qui? Par Monsieur des frères. Corne. Des frères. Les je sais frères pas quoi? Les frères, les Ah, frères. des Pop frères. et corne, c'est Voilà, ça? c'est ça. D'accord, oui. T'as une belle corne, Voilà. tiens. Bon, alors, Nicolas, Amine te demandait pourquoi Paris roule si mal. Est-ce que t'as une idée? Bah parce que Je Paris. suis sûr qu'il a une idée. Mais l'idée, elle est simple, c'est que Paris est en travaux, Paris est en permanence en chantier. Ça fait 10 ans qu'elle Et est en attends, travaux. et qu'on on a changé des sens de circulation, on a rétréci des rues, on a mis des pistes cyclables et on n'a pas pensé une minute, vos amis Aux communistes, automobilistes. socialistes n'ont pas pensé une minute changer le plan de circulation. Donc on roule aujourd'hui avec un plan de circulation qui date d'il y a 20 ans et on n'a pas du tout mis à jour. D'ailleurs, ça y est, l'exécutif enfin va en prendre compte, on va travailler sur un nouveau plan de mobilité. Ah. Mais comme les mobilités ont changé, on n'a pas adapté la ville au nouveau cycle de mobilité, au nouveau mode de mobilité. Donc Paris est en bordel J'ai cru et que en t'allais nous pagaille. faire une envolée lyrique à la Paris assiégé, mais non, Paris mais- libéré. Libéré. Et pourtant, ça devrait même marcher à Alors, cause des on vacances. en est où sur la réduction du périph', là, des voies du périph'? Oh, on a le temps, c'est un débat ouais qu'on va À 2024, hein, non? déjà là, on va essayer de travailler sur le PLU. C'est très important le PLU. Vous savez ce que c'est que le Dans PLU? le local d'urbanisme. Voilà, et c'est ce qui va définir Paris dans les 20 ou 30 années à venir. Et là, justement, Hidalgo a du mal à faire son alliance avec les Verts et les communistes. Donc, ils sont en grande discussion. Donc, derrière, le débat va être reporté d'un mois. Il ne sera pas en mars, mais en Sans eux, elle avril. n'a pas de majorité. Sans eux, elle n'a pas de majorité, Ouais, bien ouais, sûr. Elle est toute seule. D'ailleurs, Je te puisqu'on- signale que nous sommes le premier groupe au Conseil de Paris, nous, la droite et le centre. Nicolas, en parlant des Jeux Olympiques rapides, là, apparemment, on a vu les billets pour Ah, accéder. Mais terrible. c'est terrible. Terrible. 200 euros, Je vais être 600 balles. C'est ça, Mais incroyable. qui Je vais va d'ailleurs pouvoir aller interpeller assister Anne Hidalgo au prochain prolétaire, Conseil il de pourra Paris pas y aller, là-dessus. en tout cas. C'est Pour accéder à incroyable. quoi On nous avait promis des billets pas chers pour notamment les Parisiens ou les gens de petites banlieues, etc. On n'a rien vu C'est venir. inadmissible. ça. Il y en a plein qui Inadmissible. sont déjà en soldat. C'est inadmissible. ça. Et nous, les élus, nous n'avons rien. Déjà. Donc le travailleur qui touche un SMIC, il peut pas Il peut aller pas, profiter du Mais il est spectacle. bien Non, venu parce pour que les construire billets salles sont très vite parties. partis Inadmissible. par notamment des Ah. gens à l'étranger. Soria vient Et de là, dire quelque chose aujourd'hui, d'intéressant. c'est vrai, tout à fait. Le SMICAR, il est utilisé pour construire les Il est bien infrastructures. venu Le pour SMICAR, construire, oui. c'est Smicard, ça. t'es gentil. Hein, Mais c'est pas pas ouais, le c'est smicard. Oui, le travailleur sans papier Oui. qui est exploité. Effectivement. Voilà. Absolument. Ah là, je vais dans son sens là. tu Ouais, vois. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Oui, bah oui. Il y en a beaucoup qui On est en construisent train de refaire à ce Paris qu'il faut pour ce qui s'est passé les au JO. Qatar. C'est qu'on est en train d'employer des gens sans papier pour construire des stades et des machins. Enfin, c'est totalement scandaleux. hein. Oui, alors crois que qu'on tout le fait monde, pire. tout le monde Parce ouvrait que sa au gueule Qatar- quand c'était le Qatar. Maintenant que ça se passe Bien ici sûr. chez C'est nous, exactement tout pareil le monde ici. la ferme. Non, moi je pense Et que vous- c'est pire ici parce qu'au Qatar, il n'y a pas de droit du travail. Alors qu'ici, on en a un. Donc ça veut dire qu'ici, Il y a une on va à forme l'encontre de la d'hypocrisie. règle. Ce qui n'est pas la même chose. Quand on parlait du Qatar et qu'on le critiquait beaucoup, on parlait d'un pays qui n'a pas encore atteint ce niveau de progrès social. Et donc là, on va à l'encontre des règles qu'on s'est En même imposées. temps, le droit du travail s'applique pas du tout à ceux qui ne sont pas de papier, etc. Donc c'est de l'exploitation, c'est l'esclavage, Non, mais c'est ça, mais c'est l'exploitation là-bas, d'êtres ils humains. Ça va enferment au-delà les- du droit du Non, travail. mais là-bas, ils enferment les Alors, passeports. si, Ici, le on les droit donne de- pas Oh, c'est un directement. peu pareil, sans rien, ça vous Mais aide on pas, l'écoute, non? non, on l'écoute. C'est incroyable, Elle bande de me- machos. Elle me regarde avec ses Non, beaux mais c'est yeux pas et je grave, l'écoute. c'est pas hein. grave. Truc de ouf. Je me sens écoutée par toi, Christophe. Oui, heureusement que tu es là. Non, j'ai dit Soria. que là-bas, les passeports sont enfermés, alors qu'ici, on préfère ne pas les donner directement. Donc ça les met dans la zone de personnes sans papier et du coup, pas soumis à la législation, tout simplement. Par Mais ailleurs, c'est la- hypocrite. Juste ça pour revient te à la même répondre, chose. Nicolas, la loi, elle s'applique à tous ceux qui sont sur le Ouais, c'est territoire. vrai, non, mais je plaisante Pas un peu, uniquement bien à ceux sûr. qui sont titulaires Oui, bien d'un sûr. titre de Oui, bah, séjour aussi, oui. en règle. Et alors, vous allez voir l'autre problème qui va arriver, c'est le problème des transports. Parce que pour C'est- l'instant, les c'est-à-dire transports n'ont pas été bien pensés pour les sites Jeux Olympiques. J'ai fait d'ailleurs, il y a 6 mois, j'alertais la maire de Paris, notamment sur les places de stationnement de vélo, puisque en Ouais, tu voiture, sais ça bien va que pas être Nicolas, c'est possible pas nouveau. Tu sais bien de que ça, c'est circuler. pas nouveau. Ça Et donc, fait des ouais, années. ils donc ont sans toujours ça, pas il est pas prévu bien pensé, des déjà, places hein. de Faire stationnement un petit vélo tour sur LRB ou D. pour les sites olympiques. Je demandais qu'il y ait 25% de la capacité de chaque site en équipement de stationnement vélo. Et Nicolas, ça va être un tu bordel sais bien qu'ils ont mis monstrueux. le paquet sur les LGV pendant des années, indépendamment des JO. Ils ont laissé à l'abandon les lignes de banlieue pour le tout TGV. Et puis du coup, on se retrouve en galère parce que non seulement on n'a pas de conducteur, on a des lignes qui sont vieillissantes. Et du coup, il y a des trains Ça, et les installations sont vieillissantes. Donc tous ces éléments combinés font que les transports ne vont plus.
C'est ça. Donc, On a investi pendant des années sur le TGV au détriment, bien exactement. évidemment, des lignes secondaires. et ce qui a Ça, créé j'ai la même dette, dit sur ce qui a cette créé la dette antenne. de la C'est évident. SNCF Bien d'ailleurs à sûr. l'époque, et parce que la dette, elle est contractée par la création des LGV. Et on a- aujourd'hui, elle a les pas régions investi sont dans la obligées création des d'acheter trains de eux-mêmes les la lignes, rénovation des trains de les banlieue. lignes TER parce que la SNCF n'est même pas capable de les entretenir. Et ce que tu appelles les lignes secondaires, en fait, c'est les lignes primaires qui invitent tous les ouvriers, encore une fois, des banlieues à aller travailler, à Exactement. aller bétonner C'est le Paris. prolétaire qui Et voilà, trinque, et encore une fois. ils trinquent encore une fois. Et par ailleurs, juste avant de Voyons, finir ça y va là. là-dessus, avant de finir là-dessus, non seulement on va avoir un problème sur la livraison et l'organisation des transports, mais notamment sur les infrastructures liées directement aux Jeux Olympiques. Bon, Et on parlait de ne pas déraper sur le budget. Ouais, Alors que bah, pour ça, rattraper ça. le retard, Bon, c'est on plus un dérapage. on a là. déjà dérapé de Mais- 10%. Ouais. Ça, À les mon Jeux avis, à Olympiques, l'arrivée, je sens qu'ils Ça, vont c'est déraper. normal. les Dans les gars, Jeux là. Olympiques, on Bon. dérape toujours sur le Ah, budget. mais on a Ça, déjà c'est avec vrai. nous. Oui, ça, c'est vrai. Ch'to Aminsa est avec nous, Nicolas Jeannetet, Soraya Rachedi et Jimmy Dalidou dans un instant. Macron a-t-il réussi son retour, j'ai du mal à le dire, vous voyez, dans la France qui travaille. C'était hier matin à Rungis. A tout de suite, de retour sur France Maghreb 2, bien sûr, dans le LGF. Sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui, en ce mercredi 22 janvier, Soraya Rachedi, prof d'histoire, Jimmy Dalidou, syndicaliste et auteur. CGT. Nicolas Jeannetet, adjoint au maire de l'arrondissement de Paris du 15e, voilà. Entre autres, parce qu'il a plein d'étiquettes, notre Nicolas. Aminsa, élu à la Courneuve, avec nous, donc, pour parler maintenant du retour de Emmanuel Macron. Il est parti hier en visite, après, évidemment, la réforme des retraites à l'Assemblée nationale et tous les épisodes que vous connaissez, qui se sont passés pendant 15 jours, des débats assez... franchement que je qualifierais de médiocre. Pour le coup, Macron est de retour pour parler valeur travail, pour parler travail. Et quoi de mieux que d'aller à Rungis rencontrer ceux qui se lèvent tôt. Écoutez ce petit reportage pour introniser notre sujet. Il est venu voir, je cite, la France qui travaille et se lève tôt. Des mots qui rappellent son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Des potrons minets, voici donc le président Macron au marché de Rungis. En retrait sur les retraites, il reprend la parole dans ce creux parlementaire, interpellé sur la pénibilité. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui sont travaillés dans des situations comme ça, là, au niveau des retraites? Vous croyez bien que je vais m'arrêter à 60 balais? L'occasion de réaffirmer son mantra. On a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas cette affaire. Ce boucher cependant n'est pas convaincu par le report de l'âge. Je l'ai dit pour faire travailler un peu les jeunes, bien sûr, pour qu'on puisse payer nos retraites à nous partir à 60 ans. Entre les carcasses, Emmanuel Macron est aussi questionné sur les pénuries de main-d'œuvre. On ne trouve pas les bouchers, il n'y en a pas, il y a trop de social. Pour afficher aussi de l'empathie, taxé de mener une réforme injuste, le président profite de sa visite pour demander un nouveau geste sur le diesel. Vous avez commencé à quelle heure? 2 heures. C'est aussi l'esprit de responsabilité de nos grands producteurs et revendeurs. Et je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent. Voilà. Pour ce premier déplacement post-débat à l'Assemblée, le président a dit s'en remettre, je cite, au bon sens des Français qui restent majoritairement opposés à sa réforme des retraites. Je précise que c'est tout un plan qui a été mis en place puisque la plupart des ministres, dans leurs compétences respectives, vont se déplacer à l'image de Madame Grégoire, de Monsieur Attal et de pas mal de membres du gouvernement. Amine, est-ce que Macron a-t-il réussi son retour dans la France qui travaille, la France qui se lève tôt? Moi, je dirais pas le retour, puisqu'il n'a jamais été dans la France qui travaille. Clairement, depuis le début de son premier quinquennat, toutes les mesures économiques, sociales qu'il a engagées allaient à rebours, finalement, d'une volonté d'aller vers le plein emploi, d'une volonté de créer les conditions de l'augmentation du pouvoir d'achat. Et là, avec cette histoire de réforme des retraites, on le voit bien. Et d'ailleurs, le boucher, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si vous nous laissiez partir plus tôt, on pourrait être remplacé par les jeunes qui ne demandent qu'à travailler. Et du coup, la réalité de M. Macron et de ceux qu'il défend, c'est-à-dire les néolibéraux, c'est que si demain vous avez des départs à la retraite massifs parce que les gens partent plus tôt, etc., vous allez avoir un nombre de postes vacants dans différents secteurs qui va créer les conditions d'avoir une offre en face qui est beaucoup trop basse, et du coup ce que vous risquez de faire, c'est d'avoir une augmentation des salaires mécanique, et c'est précisément ce que ne veulent pas justement les amis d'Emmanuel Macron.
Ouais. Alors pour autant, Nicolas, Emmanuel Macron persiste et signe. On va poursuivre évidemment parce qu'on n'a pas le choix, dit-il. Non, mais sa sortie est totalement loupée. D'abord, refaire un remake de Nicolas Sarkozy, ça n'a aucun intérêt. Il n'a toujours pas compris que la valeur travail a changé. Et qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas forcément envie de travailler plus, mais ils ont envie de travailler mieux. Et c'est ce mieux qu'il fallait aller chercher. Il oublie complètement que 93% des actifs aujourd'hui, et donc les gens de Rungis, font partie de ces 93% d'actifs, sont contre cette réforme. Et ils sont contre cette réforme, et Amine a bien dit, ils sont contre la réforme pour plusieurs raisons. D'abord parce que la valeur travail a changé. La période Covid est passée. Et deuxièmement, parce que les gens n'ont pas envie non plus de faire un effort de 2 ans supplémentaires pour gagner quelques milliards, alors qu'aujourd'hui, selon Maastricht, on a plus de 3 000 milliards de déficit de la France. Donc, on a un décalage total entre les intentions, etc. Et puis, j'aurais préféré qu'il aille, par exemple, sur un des mesures phare qui a été complètement loupé dans cette, donc pas phare, donc comme loupé de cette réforme des retraites, c'est les seniors. J'aurais préféré qu'il aille dans une entreprise qui emploie les seniors à 55-56 ans pour les encourager. Et dans cette deuxième partie, puisqu'on sait que, vous le savez, donc la réforme des retraites va arriver dans quelques jours au Sénat. Oui. Elle va encore une fois, mais je voulais faire, oui, je vais faire un petit break là-dessus tout à l'heure, mais elle va revenir au Sénat. Et donc, ils vont bien évidemment remettre et retravailler plus à la fois le travail des seniors, parce qu'on est sur un index qui ne sert strictement à rien, qui est une mesure totalement idiote, et sur la pénibilité. Mais voilà, j'aurais trouvé ça plus intelligent qu'il aille rencontrer des seniors. Je voulais juste trouver une parenthèse, que je ne sais pas si on va revenir plus loin. Il y a quand même une information très importante qui est arrivée il y a quelques jours, c'est l'avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État qui juge que cette réforme peut être anticonstitutionnelle. Et en tout cas, nous, notre groupe, nous sommes en train de déposer, bien évidemment, un recours au Conseil constitutionnel sur la forme même de cette réforme. On en a discuté ici à l'antenne. Elle a été déposée dans le cadre d'une réforme rectificative de la sécurité sociale. Une loi budgétaire. Voilà, budgétaire, qui était totalement incohérente, et surtout avec un 47.1 qui obligeait, bien évidemment, à le voir dans un délai record. Donc, voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse. On a un risque, et Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, a commencé à dire il y a un risque que cette réforme soit totalement rejetée par le Conseil constitutionnel. Soraya, pour autant, Macron, c'est quoi? C'est de la com, son retour à Rungis, juste après l'épisode de l'Assemblée nationale? Il y a 3 points, moi, qui se dégagent par rapport à cette intervention de notre très cher président de la République. Un, déjà, oui, c'est ironique. Oui, ça nous coûte cher tout ça, donc c'est très cher, président. Du coup, je le trouve, comme d'habitude, assez paternalisant et infantilisant vis-à-vis de la population française, parce que dans un de ses extraits à la télévision, il disait qu'il y avait seulement 3 solutions. Soit les Français travaillent plus, ce que je demande. 2, soit on... Écoutez bien, on demande, oui, plus longtemps, mais du coup c'est plus en quantité, soit on demande aux Français qui travaillent de mettre plus d'argent. Donc déjà, qui ne travaille pas, qui travaille. C'est la capitalisation. Voilà, je me dis, est-ce qu'ils parlent des riches comme ça, ce seraient les seuls qui travaillent? Non, après, c'était encore plus décevant. Ou 3, on demande aux Français et on retire un peu de leurs prestations, ce qui n'est pas du tout concevable. Donc déjà, infantilisation de la population française. 2, complètement, mais surdité totale. C'est-à-dire que quand je l'écoute, je me dis, mais est-ce qu'il a suivi les débats, en fait ? Est-ce qu'il a entendu les arguments de l'opposition? Non, pas du tout. Pas un seul moment. Il fait référence à ces autres arguments, à ces autres solutions-là. Donc je me demande où il était. Effectivement, il faisait ses voyages à l'international, mais j'imagine qu'il avait des comptes rendus très régulièrement. Et 3, je me posais des questions vis-à-vis de son intention. Parce que comme tu disais, Nicolas, il y a un décalage en fait. On veut que la France soit productive avec cette réforme, mais elle ne sera pas. Ça sera que des miettes. Donc en fait, c'est quoi l'intention? Quelle est l'intention de cette réforme, si ce n'est de maintenir les Français au travail. Et après, quand on sait avec les théories que le travail est une sorte de soumission de l'être humain, etc., on peut aller très loin. Mais c'est une ouverture. C'est une ouverture. J'ai pas fini. Je vais juste laisser. Je vais juste rajouter ce qu'a dit Jacques Attali à propos de cette réforme. Ah oui, oui. Il veut complètement décentrer ça, il en a marre de cette réforme. Il faut qu'il relance d'autres réformes beaucoup plus importantes, dit son ancien mentor Jacques Attali. La crise actuelle nous fait découvrir que les gens n'aiment pas leur travail, donc c'est un problème pour lui. D'où la question que je me pose, c'est une question. La clé, il dit, c'est de créer une société où on n'aurait pas envie de la quitter, il faut un plan d'ensemble. Donc en fait, quelle est l'intention? Quand on sait que les Français veulent plus
respirer, veulent vieillir de meilleure manière. Et quand on sait que ceux qui travaillent le plus dur, en fait, ils ne connaissent même pas la retraite, ils meurent avant. Donc en fait, moi je demande quel est le plan de société de notre président. Ça veut dire que ce débat sur leur travail aurait dû avoir lieu avant finalement le débat. Jimmy Dallido, est-ce que c'est pas un moyen pour Macron et le gouvernement finalement de revenir sur le terrain, essayer d'éteindre un peu cette contestation qui, rappelons-le, aura lieu le 7 mars avec un appel de grève générale. Est-ce que là, le timing choisi par le président de la République pour venir sur le terrain et d'envoyer ses ministres par la suite, c'est un moyen d'essayer d'éteindre cette contestation? Alors, je reviendrai sur un élément parce que là, c'est pas repris, c'est que il a dit une phrase importante quand il s'est déplacé à Rungis. Il a dit, je cite, cette réforme permet de créer plus de richesses pour le pays et, je cite, de financer l'école et la santé. C'est-à-dire qu'en fait, il dit entre guillemets, je reprends les termes exacts, le modèle social ne tient pas si on ne crée pas plus de richesses. Alors je vous rappellerai quand même, et Soria l'a très justement dit, c'est que le problème, c'est que la richesse, il y a de la richesse. Je vous rappellerai que c'est la force de travail du peuple travailleur exploité qui génère la richesse. Et si tu me laisses dérouler, tu vas avoir la réponse. Et donc, à partir du moment où vous avez compris qu'il y a de la richesse créée, et que la force de travail exploitée crée la richesse, le problème qui se pose, c'est qu'à partir du moment où vous créez de la richesse en France, quel que soit l'endroit où vous la créez, cette richesse qui est créée est instantanément captée par la sphère spéculative, les marchés financiers, qui est dominée par une oligarchie financière. Le problème qui se pose, c'est que là, il fait son petit tour de son petit théâtre, effectivement, pour essayer de désamorcer le conflit social qui est en train de s'aggraver, parce que nous, on va pas lâcher l'affaire. On a dit que cette réforme des retraites n'est pas admissible, pour la simple bonne raison que les syndicats, quels que soient les syndicats, ont compris, et c'est ce qu'on dit aux travailleurs, c'est que ce qui génère le profit, la richesse, c'est le temps de travail. Le nerf de la guerre des forces du capital du système, c'est le temps de travail. En faisant passer cette réforme des retraites, ils augmentent le temps de travail. S'ils augmentent le temps de travail, ils augmentent la richesse, justement. Mais ils augmentent la richesse qui ne s'orientera pas vers le renforcement du modèle social. Ma question, est-ce que c'est un moyen pour Macron d'éteindre la contestation? Mais bien sûr, c'est un moyen pour lui d'essayer d'étouffer la contestation sociale qui s'approche. Mais il n'y a pas seulement que le 7 mars, j'ai envie de vous dire. Ouais. Donc, on constate que la colère sociale grimpe. Elle est en train de se former chez tous les travailleurs, qu'ils soient publics ou privés. Et je veux vous dire une chose, c'est que dans le cadre, dans le privé, notamment dans les professions libérales. Ouais, dans le privé et dans les professions libérales, je vous rappellerai que pour partir en grève, il vous faut un préavis de grève. Si dans le privé, il n'y avait pas processus de licenciement, répression contre les salariés. Répression. Oui, parce que les salariés dans le privé, les salariés qui sont syndiqués, en général, ils sont virés. C'est simplement ça qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une colère sociale est en train de se former. Ouais, parce que tout le monde a compris que la politique qui est mise en application, ce n'est pas une politique qui va dans le sens de l'intérêt général. Elle s'oriente toujours dans le sens de l'intérêt de cette classe sociale dominante que Macron représente, celle justement de la hiérarchie financière. Bon, et à un moment, cette colère sociale ne s'arrêtera plus. Donc, premier round, 7 mars. Ouais. Et s'ils n'écoutent pas, on continue. Ouais, oui, mais combien de temps mais combien de temps? Parce que je veux dire, moi je veux bien vous entendre. La finale, c'est le 16 mars. Non, mais d'accord, mais ça tiendra pas, les amis. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus les moyens de faire grève dans la durée. On l'a vu d'ailleurs au fur et à mesure des différentes journées de contestation. Il y a eu de moins en moins de monde parce que les gens n'ont pas les moyens de faire grève. Je vous rappellerai que la dernière grève, elle s'est passée le samedi. À part des gens comme vous, la SNCF, mais Christophe, vous avez les caisses de grève, dites-le aussi. Mais Christophe, deux choses. La dernière manifestation s'est passée le samedi. Et je vous rappellerai que samedi, il y avait 2,5 millions pour faire grève. Il n'y a pas que la grève dans la rue. Tout simplement. 2,5 millions de personnes dans la rue. 2,5 millions, tu touches par jour de grève. Mais non, dans la rue samedi dernier. Donc il faut arrêter de dire. Donc on a opté pour une stratégie. Selon la CGT, 900 000 selon la police. Qui a été mise en exergue lors de la dernière manifestation. Maintenant, cette stratégie-là, on peut très bien la recommencer. Et les gens, la plupart des gens ne travaillent pas le samedi. Moi, j'ai l'impression. Et je vous rappellerai que les gilets jaunes, ils étaient dans la rue le samedi aussi. Oui, donc, à un moment, on sait s'organiser, on sait centraliser les idées. Nicolas, est-ce que ça va tenir, franchement, là, cette Oui, je pense que ça va tenir parce que je pense que le président de la République s'est trompé, le gouvernement s'est trompé de débat. Encore une fois, avant, on n'a pas discuté de la valeur travail, on n'a pas parlé de la natalité.
Je l'ai dit souvent. Faisons des S'il y a un décalage, faisons des enfants. Donc, donnons des allocations. Mais si, la valeur travail, ils en ont parlé. Non, mais la réforme des retraites en elle-même touche à la valeur travail, c'est-à-dire on n'a pas parlé aujourd'hui. À l'accumulation du profit qui est généré par la force de travail exploitée. Ce sont les Français travailleurs qui génèrent la richesse. Ça, tu le dis pas. Arrête de tourner autour du pot en parlant de valeur de travail. Parler de l'immigration. Voilà, non, mais il y a plein de débats. De poser le problème d'une manière ambiguë. Cette réforme des retraites n'a pas été préparée. Elle est totalement loupée, à la fois sur le forme et sur le fond. Mais elle passera quand même. Elle va être c'est une espèce de paramètre, un aménagement paramétrique. De toute façon, on sera obligé de refaire une réforme dans 2 ans. Oui. Donc, c'est totalement erroné. Je pense d'ailleurs qu'il fallait surtout pas sortir l'âge de départ à la retraite, ce qui ne veut rien dire. Il fallait partir uniquement du nombre d'annuités. 43, 44, peut-être 45, je ne sais pas, c'est le débat qu'il fallait ouvrir. Non, mais attends, le nombre d'annuités, c'est-à-dire accélérer la réforme de gauche, la réforme Touraine, et parler de nombre d'annuités, et chacun part quand il a envie de partir. Un élément sur l'âge de départ à la retraite. De gauche, vraiment Touraine, c'était une... Il ne faut pas oublier qu'ils ont parlé de 64 ans, mais si vous mettez en corrélation les annuités, le nombre d'annuités qu'il faut, la plupart des Français ne partiront pas 64 ans. S'ils veulent l'autoplein, ils partiront à 60. Je pose la question pour les femmes et les femmes. Soraya, justement, est-ce que tu t'es intéressé, toi voilà, à ton départ à la retraite, quand est-ce que tu vas partir à la retraite? À quel âge tu partiras? Moi, très tard. J'ai commencé à travailler très jeune après mes études, donc non, très. Raconte-nous tout. Alors, c'est pas le moment. Oh là, il y a des M&M. Le psy. Si vous entendez du bruit à l'antenne, c'est qu'il y a des M&M qui se battent. Et je crois que tu devais pas en manger. C'était plein de. C'est le capital, hein, M&M. Ah, c'est le capital, M&M. Soraya, stop, on s'en fout des M&M. Écoute, Soraya. Soraya, donc tu partiras tard parce que t'as été dans les études, évidemment. Oui, j'ai eu des études, j'ai eu une petite fille, donc tout ce qui fait que j'ai pas pu travailler tôt. T'as une carrière hachée, c'est ce qu'on appelle une carrière hachée. Ça parlait, ça. Ouais. Oui, laissez-la parler 5 minutes, vous êtes vraiment des machos, c'est incroyable quand même. T'as une pipelette, ce Nicolas, laisse-la parler. Donc, et toi, Amine, toi, t'es un jeune homme aussi, toi? Non, il m'est arrivé de jeter un œil là-dessus. Moi, j'ai regardé, j'ose pas le dire. Ce sera très très tard. Ouais. Mais juste pour revenir sur le débat là, avant d'en finir, la réalité c'est que moi je suis de ton avis. Je pense que le mouvement social, malgré l'amplification de la mobilisation, etc., je ne suis pas sûr que ça suffise à faire plier le gouvernement. Ouais. Les seuls à même... Laissez-moi finir, les amis. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut analyser les... Mais tu peux pas analyser, j'ai pas fini ma phrase. Bah vas-y. C'est compliqué. Non, je reviendrai sur cet élément parce que là, vous vous trompez. Qu'est-ce que j'allais dire? Allez, vas-y, Jimmy, dis-moi, qu'est-ce que j'allais dire? Soraya, entre les deux, là, se prendre un coup de boule. Indépendant, on sait très bien, la réforme des retraites... Ça fait 10 minutes que je t'écoute encore. Amine ça, seul lui a la parole, merci. Non mais je disais juste que le mouvement actuel, même s'il s'amplifie, même s'il se renforce, même si on a 10 millions de personnes dans la rue, ce que je veux dire par là, c'est que Emmanuel Macron a décidé d'aller au bout de sa logique, d'aller jusqu'au bout, et les seuls à même de pouvoir l'empêcher, c'est la représentation nationale. Sauf que aujourd'hui, il semblerait, au regard des derniers comptages, des derniers sondages, il semblerait, après Nicolas va nous dire comment se positionne son groupe à l'Assemblée nationale, mais il semblerait qu'il y ait une majorité qui se dégage pour voter ce texte. C'est évidemment à prendre, avec des pincettes, et on verra ce qu'il en sera. Mais qu'on se le dise, la mobilisation de la rue ne suffira pas à faire plier Emmanuel Macron. Les seuls à pouvoir le faire, c'est les députés. Donc, et là, interpellez directement vos députés en circonscription. Des députés qui jouent au mot croisé alors qu'ils touchent 10 000 balles par mois. Mais peu importe, oui, mais si vous comptez à mon avis, on est mal barré. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais là, c'est exactement le sujet. Parce que, soyons concrets. Non, mais soyons concrets. Il n'y a que les députés qui pourraient changer les choses. Sortons du rêve communiste. Ce qui va changer les choses, c'est dans les localités. Dans les villes locales. En même temps, s'il vous plaît. Mais techniquement, les députés, c'est la représentation du peuple. Le texte, là, à la fin, il aura lieu à l'Assemblée, pas dans la rue. Le texte, il va pas. Donc c'est aux députés. Ce que je dis, c'est que à ceux qui se mobilisent, c'est bien d'aller faire. C'est bien d'aller manifester. De travailleurs dans la rue. Donc dans ce cas-là, vous les écoutez pas. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est que. Je suis en train de te dire que Macron est obstiné qu'il ne les écoutera pas. Les députés. Est-ce que c'est bien? On s'en fout. Quelle que soit l'orientation politique, tous les députés, à un moment ou à un autre, sont une opposition acceptable
pour la bourgeoisie nationale en place. Il reste une opposition acceptable. Oui, d'accord, et à un moment ou à un autre, ça, ils font le jeu de la même politique. Et ça, les Français l'ont bien compris. Jimmy, pardon, quand on a vu le spectacle, pardon, de la NUPES à l'Assemblée nationale, franchement, c'est pitoyable, sincèrement. Si t'appelles ça une opposition, franchement... Attendez, c'est pour ça qu'on s'est positionné au niveau syndicaliste. Non, mais je sais que c'est pas le sujet, mais vous parlez des députés d'opposition. Est-ce que je peux juste finir une phrase et après je ne parlerai plus de ce sujet-là? Oui, si, tu vas parler. Ce que je veux dire, c'est que à ces gens qui se mobilisent, qui par ailleurs sont aussi des électeurs, il se trouverait, qui sont aussi électeurs, qui ont voté pour des parlementaires dans des circonscriptions, je leur dis, manifestez si vous le voulez, manifestez votre mécontentement, mettez-vous en grève, allez devant la permanence de votre député, demandez-lui des comptes sur son vote qui va survenir le 16 mars prochain. Voilà ce que j'essaye de leur dire. C'est tout. Mais si, parce qu'il n'écoutera pas. Ne coupez pas l'électricité quand même. Oui, et puis surtout, ne vous en prenez pas physiquement à lui. Je voudrais pas qu'on détourne mes propos. Je dis, demandez-lui des comptes sur son vote. On envoie Sandrine Rousseau, vous allez voir, on est pas dans le une taf. démocratie. Moi-même, j'étais candidat législatif. J'ai été battu par un candidat Macron. Bon, mais ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, le texte, il va partir au Sénat. La majorité au Sénat est LR et centriste. Favorable à la réforme. Favorable à la réforme. Ils vont enrichir, j'imagine, ce texte dans l'option de le faire voter. Ils sont pas concernés, les papiers du Sénat. Il va ensuite aller en commission mixte paritaire. Tu connais bien le trajet. Et là, il y a 8 députés, je crois que c'est 8 ou 16, je sais plus, vont travailler sur ce projet. Et ensuite, il va être déposé pour une dernière fois, présenté à l'Assemblée nationale. Là, il y a un vote. Alors effectivement, s'il n'y a pas de vote, si le gouvernement sent que ça peut jouer à une ou deux voix près, il sortira un 49.3. Dans un instant, et, entre guillemets, dans un instant, la suite. Et j'aimerais bien vous écouter, amis auditrices, auditeurs. Stop! Oh! Jamais. Jimmy, stop. Nicolas, stop! On va le faire taire, c'est incroyable. Dans un instant, j'aimerais bien vous écouter, moi. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'où pour vous mobiliser au-delà du 7 mars pour nous donner votre mécontentement, l'afficher en tout cas en allant, en se mobilisant, en se mettant en grève. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous comptez le faire? Et jusqu'à quand? 01 40 33 9000. À vous de prendre la parole. C'est la démocratie aujourd'hui ici sur France Maghreb 2. Et venez comme vous êtes. On n'essaye pas de vous changer ni de vous faire adapter. Donc allez-y, appelez-nous 01 40 33 9000. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. Jeff sur France Maghreb 2 avec Nicolas, Jeannette, Aminsa, Soraya Rachedi, Jimmy, Dalidou et vous, amis auditrices, auditeurs au 01 40 33 9000. Est-ce que vous avez l'intention d'y aller en grève à partir du 7 mars à l'appel de plusieurs dans 5 branches, je parle des transports. Est-ce que les écoles aussi s'y mettent? Les écoles, Soraya? En grève? Oui. Bien sûr. Oui. On a eu quand même, nous, dans le 15e, très peu d'écoles. Enfin, oui, c'est vrai. Écoles, ça reste minoritaire. C'est pas très mobilisé quand même dans les écoles, j'ai remarqué. C'est compliqué, si déjà de notre pauvre petite paye, tu nous retires 100 € par jour grévé. Pauvre petite paye. Il faut que tu ailles à la CGT, ils te payeront pour faire grève. Voilà. C'est ça, il faut que je me syndique. Caisse de grève. Il faut mettre en place des caisses de grève. Non, mais c'est que c'est important. Caisse de grève nourrie par les salariés. Jimmy, comment ça marche? En fait, dans les assemblées générales, par exemple, il y a des assemblées générales dans lesquelles on s'organise et on met en place, il y a des gars qui sont responsables de mettre en place des caisses de grève. Alors maintenant, vous pouvez passer par Litchi, etc. Et voilà, vous mettez chacun. Et après, il faut faire un peu de tintamarre, un peu de propagande. Vous allez voir les gens, chacun, les militants, les travailleurs, tout le monde donne un peu. Donc ça renfloue les caisses des syndicats là, cette histoire en fait. Non, ça c'est pas ça, c'est pour les gavistes. Ils reçoivent un peu d'argent. Ah oui, non, mais il y a des responsables qui sont élus. Les assemblées générales votent pour des gars qui sont responsables des caisses de grève. Et ensuite, je sais que par exemple, pendant la loi travail, lorsqu'on a fait ça, moi j'ai fait 14 jours de grève d'affilée. Certains de mes camarades étaient aussi dans 14 jours de grève. À la fin, on a récolté 400-500 balles. Comment ça se répartit? C'est par entreprise, par école, par school? Ouais, mais en fait, c'est des caisses de grève par rapport à là où vous êtes, par rapport au service. Par exemple, chez les conducteurs de train, Paris-Est, vous les touchez sous quelle forme? Mais sous quelle forme vous les touchez? Après, une fois que. Après, ça dépend, parce que soit vous utilisez la vieille méthode avec des boîtes de chaussures avec un trou dedans et vous passez un peu partout et chacun met ce qu'il veut, soit vous passez en mode dématérialisé. La redistribution, pas la récolte. Après, en fait, on voit par rapport aux situations. Cash. Non, mais par rapport aux situations, quelqu'un qui est tout seul, par exemple, c'est pas forcément la même chose que par rapport à une personne qui est toute seule avec 2 enfants, par exemple.
Bah moi, c'est les camarades qui m'ont Non, refilé. mais par quel mode de paiement c'est Ah, ils m'ont filé un peu d'argent, puis. En espèces. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord, Ouais, c'est ça que tout à je- fait. Il y a du Ah oui, bah, cash bien sûr. à CGT. Et Non, tu non, déclares aux mais ça, impôts, tu c'est déclares aux impôts de l'argent qui résulte des caisses de grève. Mais tu dois le déclarer aux impôts du coup. Comme don, j'imagine. Ça, je développerai pas là-dessus. Ah, Ça, bah je développerai pas voilà, on y là-dessus. est. Nous ne sommes qu'une force de travail en mouvement dans le process de production et à un moment, on se défend. CGT au black. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique ce que vous entendez. Ah ouais, Et franchement, c'est comme vous avez vu. Vous l'entendez franchement pas ailleurs. Il y a que sur France Maghreb 2 qu'on vous explique les choses réellement, concrètement. On est dans la vraie vie, quoi. Hein bon, vous êtes capable de tenir combien de temps là, Jimmy? Bah écoutez, c'est compliqué parce que, comme le disait Soria très justement, on est quand même rationnel et on sait qu'une journée de grève, c'est énorme. Quand vous partez 100 balles, c'est énorme. Et donc, à un moment ou à un autre, et ça, le gouvernement, il le sait très bien. Bah oui. Il joue sur le facteur Bah financier. oui, Il sait qu'à un moment, les travailleurs en grève ne peuvent plus suivre. Mais là, on a bien vu que, par exemple, lorsqu'on opte pour la stratégie pour laquelle avaient opté les Gilets jaunes, par exemple, appeler aux manifs le samedi pour développer les luttes, ça fonctionne bien parce que la plupart des gens ne travaillent pas le samedi. Mais tu vois, le grand Donc, paradoxe, c'est que moi, quand je fais grève, je peux pas aller manifester parce qu'il n'y a pas de transport et j'habite à Verchelles, enfin vers le 77. Tu prends ta voiture. etc. Bah non, je peux pas. Pourquoi? Bah ça va être compliqué, t'imagines, tout est bouclé, etc. J'imagine qu'il y en a qui ont la même idée, enfin... Ah oui, c'est très con ça en fait. Ouais, vous c'est empêchez les gens de venir faire manifester en fait. Mais en même temps, c'est bien. D'où enfin. l'idée de Nicolas Sarkozy du service minimum. Hein, pour vous permettre d'aller faire Non, mais grève, dans faire mais grève, d'aller non, mais ce que je manifester. fais, moi, quand je vais en voiture, je me gare un peu plus Finalement, loin. Nicolas et je Sarkozy finis en- était je finis quelqu'un à Moi, pied. j'ai CGT, jamais hein. pensé d'y aller en voiture. Je finis à pied. bah oui. Ouais, si je marche 3 quarts d'heure. Tiens Nicolas, j'ai noté question. Est-ce que les LR ont-ils vendu leur âme à Macron? D'abord, Ah, je suis pas LR. Non, mais je pose la question. Je suis pas LR. Et deuxièmement, il y a un accord, effectivement, qui a été fait entre Elisabeth Borne et les LR sur la base d'un certain nombre de mesures. D'ailleurs, tout l'épisode, le fameux épisode des carrières longues, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Vous vous souvenez, il y a d'ailleurs Pradier s'est fait virer à la suite de ça. Oui, Il s'est fait éjecter, ouais. L'histoire, elle est très simple, et je vais vous la raconter. En fait, les LR ont proposé cet amendement. Et tous les amendements devaient passer par Matignon pour être validés, avant d'aller à l'Assemblée, pour relecture. Donc, ce qui prouve bien qu'il y avait un accord. Mais entre-temps, en allant à Matignon, le fameux amendement Pradier, il a été découvert par Matignon, il a trouvé ça bien, il l'a refilé à Horizon, donc un groupe de la majorité, pour qu'ils le présentent eux-mêmes. Et donc finalement, ils se sont retrouvés sans amendement. C'était la fuite, quoi. C'était la fuite. Voilà comment ça se passe. Mais Et ça, donc, c'est juste scandaleux, ça, quand même. Hein. Ah, parce qu'on Pourquoi c'est détourne, scandaleux, Amine? mais parce qu'on contourne les institutions. On fait examiner des amendements par un ministère et qui plus est le Matignon, donc le premier des ministères. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est-à-dire on enlève Logique, à l'Assemblée nationale, dont c'est le job, le rôle d'examiner les amendements, on le donne à l'exécutif. C'est un contournement de la règle. Je suis entièrement d'accord. Alors, il faut savoir qu'écrire un amendement, moi j'en ai écrit beaucoup quand j'étais assistant parlementaire, et j'en ai encore écrit là quelques-uns lors de cette réforme, c'est extrêmement compliqué. Et il faut d'ailleurs que ça soit validé par les administrateurs de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des mots-clés qu'il faut mettre les mots-clés qu'il faut mettre dans les amendements. 20 000 amendements de la NUPES, franchement. Non, parce qu'ils sont sur des. C'était scandaleux. C'est des virgules. C'est des virgules, c'est des changements de mots. Donc c'est même pas des amendements de fond. Il y a même Sandrine Rousseau qui a parlé de serviette dans un des amendements. Serviette. hygiénique non, ou serviette je vais pas préciser. Voilà. Mais il y avait le mot serviette d'ailleurs, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a appelé leur je vais pour une fois défendre LFI. Et pourtant, je les défends rarement. Ils ont déposé effectivement beaucoup trop d'amendements. Mais en même temps, c'est ce que recherchait le gouvernement. Le gouvernement, en réduisant le nombre de jours de débat, on pouvait de toute façon pas arriver à l'article 7. Le leader de la France Insoumise, Mélenchon. Les deux fautifs de cette réforme, de l'échec de cette réforme, même si je souhaitais qu'elle n'aboutisse pas, c'est le gouvernement et c'est LFI. Je les mets au même niveau. Je suis d'accord, effectivement. Aminsa, c'est bon, Soraya sur cette réforme et donc sur la suite à donner. Elle va passer, Soraya. Elle va passer malheureusement. Moi, j'ai un petit côté optimiste qui reste quand même, parce que si on est obligé d'être optimiste dans ce monde, parce que si tu es réaliste ou négatif, c'est compliqué pour les mouvements sociaux. Et toi, le 7 mars, tu seras en grève? Oui. Oui. Ouais. Bravo. Tu travailles en privé, toi, non? Oui, je suis dans le privé, mais c'est l'État qui me paye quand même. Ah bon? Bah oui. Ah ouais. Ce contrat. Bravo, dit Jimmy. Bah oui. Pourquoi? Qui m'a en lutte.
Toi, t'es parti pour. En fait, c'est la bonne planque, la grève, hein, non, la SNCF. Ah, c'est pas la bonne. Non, tu perds du fric. Bah c'est pas une planque, c'est un engagement. Oui, mais quand j'ai fait 14 jours pendant la loi de travail, j'ai pas payé mon loyer, je pouvais plus rien payer. Mais, attends. Donc toi, non seulement t'encaisses de l'argent, et heureusement que tu payes pas ton loyer. Heureusement que je me suis organisé pour pouvoir manger à côté, parce que j'avais plus rien. J'avais fait 14 jours de grève, c'est un engagement. Non mais là sérieusement. Mais c'était pas 14 jours de grève de la faim. Non, t'exagères. Ah là, c'est non, mais pas en revanche, c'était la grève du début. Non, mais je trouve ça que c'est une blague de droite. Je trouve ça bien. Voilà, tout de suite dans l'injure. Moi, je te défends parce que je trouve ça courageux de faire grève. Oui. Si vous vous mettez d'accord maintenant entre l'extrême gauche et la droite libérale, là, moi, juste la réforme des retraites passe. Il y a forte probabilité qu'elle passe parce que les monopoles derrière attendent pour spéculer sur les agences de retraite privées. Mais il y a un endroit et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, c'est que de toute façon, quelles que soient les luttes sociales, elles font partie de l'expérience de la lutte du peuple travailleur. Est-ce qu'on peut écouter Yazid? Je suis d'accord, et je trouve qu'il ne faut pas oublier. Dans tous les cas, ça c'est le côté positif. Dans la démocratie, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, et l'engagement est important. On écoute le peuple, Yazid est avec nous. Bonjour Yazid. Nous aussi, on est le peuple. Bonjour monsieur Bab. Bonjour Yazid, tu nous appelles d'où mon Yazid? À côté de Rennes. À côté de Rennes, en Bretagne. Voilà, je soutiens les grévistes à 2000%. Merci camarade. Ouais. Voilà, moi je peux pas me permettre d'être gréviste. J'ai rien dans le casque. Mais je soutiens à 2000%. Et c'est impossible pour travailler jusqu'à 64 ans de nos jours. Impossible. Tu verses de l'argent dans les caisses de grève. J'ai fait que de l'intérim. J'ai fait que des. Et tu travailles dans quoi là, Yazid? Aujourd'hui, tu travailles dans quoi, Yazid? Là, je suis dans la logistique, dans le transport. D'accord. Donc tu soutiens, mais toi, t'auras pas le moyen de faire grève. Voilà. J'aurais pas de retraite pour moi, Christophe. Ouais. Je me fabrique tout de suite ma retraite. Combien Voilà, baissez-moi le son des casques, vous êtes des malades, vous. Mais c'est moi qui. Oui, bah Nicolas, arrête tes bêtises. Il faut le bordel, Nicolas, c'est incroyable. Yazid, tu touches combien? Tu touches combien, Yazid, te demande Jimmy? Mais pas au black, hein, déclaré. Un peu moins de 2000 euros. Voilà. Un peu moins de 2000 euros. Mais tu fais combien d'heures? Tu fais combien d'heures par semaine? 35. Je fais pas beaucoup d'heures, hein, c'est bien. Franchement, je suis bien. Je suis dans une bonne boîte. Ouais, bon. Bah merci Yazid, en tout cas, soutien là, aux grévistes, donc c'est ce qu'il nous a dit. 01 40 33 9000, on continue la discussion et le zap. Jimmy Dalidou, auteur et syndicaliste CGT avec nous. Soraya Rachedi, prof d'histoire en grève le 7 mars. Amin Sa, élu à la Courneuve, élu local. Et monsieur Nicolas Jeannetet qui est adjoint au maire. Bon non, toi t'es pas en grève. Ah bon, d'accord. Ouais. Adjoint au maire du 15e arrondissement de Paris. Porte-parole du groupe Changer Paris de Rachida Dati, Conseil de Paris. Collabo, directeur des centristes. Collabo, Nico. Bah ça va pas ou quoi? Pourquoi collabo? Pourquoi collabo? Bah t'es de droite, non? Et alors? Et la valeur du travail, tu connais? Ah, moi je connais que la plus-value, le profit. Oh bah voilà, bah c'est ça. Plus-value. Bien. Allez, travail sur travail. C'est parti pour le zap ou mat que Soraya ne connaît pas. À tout de suite. Je zappe ou je mate, donc possibilité, et il va falloir être discipliné comme d'habitude bien sûr dans cette chronique, à savoir je vous donne des infos et à vous de décider de la commenter. Alors pas un truc d'un quart d'heure, hein, je compte sur vous, ou de la zapper tout simplement si elle ne vous intéresse pas ou si elle ne vous inspire pas. Ça s'est passé ce matin, un drame de nouveau dans les établissements scolaires. Une prof qui a été poignardée par un jeune adolescent, une prof espagnole. Cet adolescent dit avoir été pris par une crise d'angoisse ou il a été possédé. Voilà, possédé. Malheureusement, la prof d'espagnol n'a pas survécu, elle est décédée. Un nouveau drame qui a été d'ailleurs en partie commenté par la classe politique ce matin. Jimmy Dalidou, tu commentes ou tu zappes? Si, je commente. Très rapide, alors une pensée à la professeure qui est morte, et surtout à sa famille, etc. Sa famille, oui. Ça pose la question du mal-être de la jeunesse, en fait. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On constate que la jeunesse de ce pays ne va pas bien, en fait. Il faut dire les choses comme elles sont, elle va pas bien. Je pense qu'elle n'a pas de perspective, elle a peu de perspectives d'avenir. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de travail, à l'école ça va pas, à la maison ça va pas, parce que les parents ce sont des travailleurs aussi, donc ils sont stressés et à un moment ça se percute dans le noyau familial. Bref, d'une manière générale, la jeunesse ne va pas. Et moi ce qui m'inquiète, c'est que quelles sont les causes qui ont poussé un enfant parce que c'est un enfant de 16 ans, à prendre un couteau pour tuer quelqu'un.
Ouais. On peut pas passer à côté de cette question. Je pense pas. Sinon, c'est pas Soraya, responsable. 2 secondes. Soraya, tu commandes donc? Oui, je commente. On t'écoute. C'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Souvent, la schizophrénie, elle s'enclenche souvent à l'adolescence aussi. Donc, il ne faut pas oublier toutes ces cogs, etc. Mais je ne serais pas aussi défaitiste que toi sur le constat de la jeunesse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dur. Effectivement, post-Covid, c'est encore plus dur. On a des pires résultats au niveau de la forme physique des jeunes en Europe. C'est vrai qu'il y a un constat alarmant, mais il ne faut pas oublier que le jeunesse, c'est la vie, c'est le futur. Et ils ont plein de projets, ils ont plein de vie. Et moi, je compte principalement sur eux pour notre pays. Et par rapport à cette enseignante d'espagnol qui est décédée, donc toutes mes condoléances à sa famille. Est-ce que toi, ça te fait peur? Ben non, ça me fait pas peur. Tu y penses quand tu fais des cours? Pas vraiment, non, pas du tout même. Ouais, parce que c'est une prof très proche de ses élèves. Est-ce que tu trouves que vraiment il y a des enfants qui sont plus violents en classe? Ils t'agressent plus, ils te répondent plus? Il y a des personnalités, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnalités fortes qu'avant ou Je pense pas, non. Non. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus tu commentes ou tu zappes, Amine? Je commente, évidemment. C'est simple. Moi, je crois qu'il y a des responsabilités partagées pour en arriver là. C'est-à-dire que, oui, il y a, de mon point de vue, du côté de l'éducation nationale, pas suffisamment de prise en charge parce que visiblement, il y avait une pathologie. Après, l'enquête déterminera les causes exactes, mais visiblement, il y avait une pathologie. En tout cas, s'il n'y en avait pas une, il y avait un mal-être. Et je rejoins Jimmy, il y a un mal-être dans la jeunesse qu'il faut savoir regarder en face et surtout y apporter une réponse. Il y a aussi, malheureusement, dans les familles, parce qu'ils font partie de l'équipe éducative, les familles, il y a parfois des fois des renoncements, alors avec des causes qui peuvent expliquer ça, mais évidemment il faut que tout le monde de la communauté éducative au sens large se mette autour de la table pour envisager l'école de demain, parce que si on continue comme ça, on n'y arrivera pas. Nicolas? Je commande bien sûr condoléances à sa famille, bien évidemment, une pensée pour cette femme qui avait 50 ans, je crois. Voilà. Je vais redire rapidement 2 mots, ce qu'on dit tout le monde. Oui, moi je suis inquiet sur cette jeunesse. Dans l'éducation, il n'y a plus d'infirmerie, il n'y a plus de médecins scolaires. Dans les familles, elles sont souvent aujourd'hui de plus en plus monoparentales. L'éducation est de plus en plus absente dans la famille. Et puis les jeunes sont aujourd'hui face à des nouveaux phénomènes que sont les drogues. La monoparentalité, c'est un drame ou pas? La monoparentalité, oui, c'est pas facile à gérer. Non, quand une mère de famille, quand le papa est parti, quand la mère de famille rentre à 23h de boulot et que le gamin est forcément tout seul de 17h à 23h, non. Il y a des familles monoparentales où ça se passe très bien. Non, Christophe, c'est très important. Moi qui suis beaucoup les problèmes de RICS à Paris, on voit très bien que les auteurs et les meneurs de ces RICS sont en général des enfants qui sont en rupture soit avec le lien familial, soit avec l'école. Et quand on regarde le lien familial, c'est à 99% des familles monoparentales. Donc voilà. Et puis bien évidemment, l'arrivée de nouvelles addictions qui engrangent et qui crèvent cette jeunesse d'aujourd'hui, que sont des drogues, les réseaux sociaux, la pornographie, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, le gamin est livré un peu seul à lui-même. Et là, il se disait possédé, ça se trouve, on ne sait pas, on va attendre les conclusions de l'enquête, mais ça se trouve, il a regardé un super film ou un jeu vidéo la veille et s'est senti possédé par ce film. Je finis juste là-dessus. Je me souviens toujours d'un jeune que j'ai rencontré juste après une RICS et avec qui il avait blessé, bien sûr, il s'était battu avec un autre, il avait blessé et il avait enfoncé son couteau dans le ventre de son camarade et il est dit, je lui ai posé la question, mais comment tu as pu faire ça? Et il m'a toujours dit, je me souviens toujours de cette phrase, quand je enfonçais le couteau, j'avais l'impression d'être dans mon jeu vidéo et je m'en suis rendu compte uniquement après. Donc voilà, les jeux vidéo notamment sont effectivement très source d'influence cette jeune génération. Et Christophe, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose. C'est un sujet important. Oui, c'est un sujet important et je me disais que c'est pas pour rien si ça arrivait aussi à une enseignante et j'en profite pour le dire, peut-être qu'on le dit trop, mais je pense que c'est jamais de trop. L'institution qui est attaquée aussi. C'est que oui, c'est l'institution qui est attaquée et je soulève encore les conditions de travail des enseignants qui ne sont pas du tout considérées. Ça veut dire que les enseignants, et je me mets dedans parce que j'en suis une, on porte beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est les référents d'une jeunesse et nous ne sommes absolument pas considérés. C'est-à-dire qu'on les éduque en plus de leur enseigner une matière et c'est... Bah si, quoi qu'il en soit, c'est pas que t'es pas payé pour... Non, attends, je précise, l'école n'est pas là pour éduquer, elle est là pour enseigner. Mais quoi qu'il en soit, oui, mais de fait, l'éducation, c'est dans les faits, c'est ça, que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Comme que des familles, il y a des faillances, souvent l'école est obligée malheureusement... C'est à la maison, c'est les parents, c'est pas l'école. On est d'accord. En absence de famille, c'est souvent l'école qui est obligée de rattraper le palier. Et dans tous les cas, regarde, même un petit, en école primaire, il voit plus son enseignante que ses propres
propres parents. Donc même si c'est à la famille d'éduquer, d'avoir des valeurs morales, bien sûr que moi par exemple, si je ne fais que réprimander toute la journée un élève, s'il n'y a pas ses parents derrière, je peux gueuler toute l'année. Ça ne changera absolument rien, et je suis d'accord. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire cours s'il n'y a pas ce côté pédagogique là, et cette éducation. Et ça, c'est un fait. Il y a juste un truc que je m'en souviens dans les quartiers dans lesquels on a grandi, je m'en souviens, pour revenir sur ce que tu disais, les familles monoparentales, je pense que ça interfère aussi, parce que quand tu grandis, que tu n'as pas de papa, c'est quand même important d'avoir un père, une mère qui te donne des cadres, moraux, etc. Parce que la plupart des gars des cités, par exemple, qui partaient en vrille, c'est souvent des gars qui n'avaient pas eu de papa. Ou ils avaient un papa et qui est parti en vrille. Donc je suis tout d'accord avec Nicolas. Oui, et puis le fait que la mère travaille... La mère, elle peut avoir beaucoup d'emplois en absence de salaire. Ce qui fait qu'il y a une absence jusqu'à 23 heures. Tout à fait. Oui, Amine, tu voulais rajouter un truc. Franchement, je peux comprendre que dans une famille monoparentale où il n'y a pas les deux repères père-mère, il peut y avoir plus de difficultés. Mais ces difficultés peuvent être aussi, absorbées par autre chose, etc. Par l'intelligence des adultes. Par l'intelligence des adultes, notamment du parent, celui qui a la garde. Par ailleurs, même si on n'a pas la garde... France Maghreb 2, France Maghreb 2.